Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce DNA Day sur la partie dédiée à la partie sécurité. Alors, comme Vincent l'a montré dans l'intro, on met explicitement les photos de nous il y a 20 ans pour qu'on ne puisse pas nous tracer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christophe, qui est notre expert, notre autorité de l'équipe sécurité, qui interviendra sur la partie plutôt Secure Access ISE on va dire dans le deuxième tiers de cette session. Nous allons voir le concept de ce que l'on appelle chez nous Zero Trust, qui en fait concentre à la fois des fonctionnalités de visibilité sur les réseaux, déjà pour démarrer avec, on va dire, en essayant de comprendre qui ou quoi se connecte sur les réseaux, déjà même avant d'essayer d'appliquer des politiques de sécurité. Nous verrons ensuite les nouveautés en termes de contrôle d'accès. Un contrôle d'accès, ce sont des mots, c'est une expression qu'on utilise depuis des années maintenant. Mais il y a encore de nouveautés qui arrivent, notamment avec les versions plus récentes d'Identity Service Engine 2.7, 3.0, etc. Et nous terminerons par un petit update, on va dire une mise au point. On va essayer de faire ça sur les techniques de segmentation, micro-segmentation et les nouveautés qu'on aura dans ce sens-là très prochainement sur les architectures réseau. Le concept de Cisco Zero Trust on va dire, est né du fait que petit à petit sur les réseaux, on s'est aperçu que, alors bien évidemment, on a démarré avec des réseaux sécurisés il y a des années maintenant, en essayant de vérifier les identités des machines ou des utilisateurs qui se connectaient. Ça, c'était, on va dire, c'était les bases à une époque, par exemple, du 802.1x ou d'autres techniques de contrôle d'accès. Mais petit à petit, l'accès au réseau a vu naître de nouvelles menaces, des nouvelles attaques qui n'étaient pas forcément toujours ciblées sur les identités, le max spoofing ou autre chose, mais ciblées également sur les flux des données, donc littéralement sur les applications. Et voir aujourd'hui, on revient bien évidemment sur ce concept de identité, de max spoofing et autres, avec, alors déjà depuis quelques années, mais encore plus important aujourd'hui, avec l'explosion des objets connectés, d'autant plus avec des nouvelles technologies radio qui permettent d'augmenter de plus en plus la présence de ces objets connectés. Et du coup, la sécurité aussi autour des devices devient d'autant plus importante, d'autant plus fondamentale. Ce que Cisco a appelé avec un petit chapeau marketing le Zero Trust se base effectivement sur la visibilité de ce qu'on a sur les réseaux, bien évidemment le contrôle d'accès, la segmentation, mais tout en continuant à vérifier une éventuelle permission qu'on va donner sur les réseaux. Ça se joue sur plusieurs axes. On va dire, on va établir le concept de trust, de confiance vers un utilisateur ou un équipement, justement en vérifiant l'identité ou les contextes, parfois aussi. On va appliquer des politiques sur les réseaux pour faire un enforcement, bien évidemment des flux, des applications ou autre chose encore, selon la confiance qu'on a établie avec le terminal ou l'utilisateur. Et après, bien évidemment, on va également
comment dire, vérifier de manière continue cette confiance établie avec des systèmes par exemple, le contrôle de conformité, ou alors aussi mobile device management pour les terminaux mobiles, etc., etc. Il y a plusieurs, on va dire, plusieurs populations et environnements qu'on peut comment dire, adresser avec les concepts de Zero Trust. D'un côté, bien évidemment, ce que l'on appelle le workforce, dans le sens les utilisateurs, ou alors les postes de travail à travers lesquels on travaille, littéralement. Mais également sur toute la partie workplace, quand on parle de environnement connecté dans lequel on se trouve, dans lequel on bosse, en gros. Et après, aussi ce que l'on appelle, entre guillemets, les workloads, donc les outils, en gros, qu'on utilise pour mener ce travail, les applications, les serveurs. Donc, toutes ces entités comment dire, sont visées par ce contrôle de confiance, par cette visibilité accrue qu'on essaye d'amener à travers les notions de Cisco Zero Trust. Nous allons structurer les prochaines minutes ensemble en trois parties principales. Il y en a une dans laquelle on va plonger tout de suite, qui est la visibilité sur les réseaux des terminaux. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà connu le concept ou déjà déployé ou vu le concept de profiling avec l'ISE. On va voir comment on va amener des services pour enrichir ces parties de profiling d'ISE à travers des systèmes d'intelligence artificielle. Après, Christophe va reprendre la main sur tout ce que l'on appelle le Secure Access. Donc, en gros, un peu tout ce qui a été toujours le cœur du contrôle d'accès et qui va rester un peu le cœur à travers la partie Identity Services Engine qui, elle aussi, s'enrichit au fur et à mesure alors de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nouvelles interactions avec d'autres solutions comme Duo pour l'authentification multifacteur, l'intégration avec d'autres outils de visibilité, de cybersécurité, etc. Et nous allons terminer par une vue d'ensemble sur qu'est-ce que c'est la segmentation, la micro-segmentation et aussi les nouveautés autour de ça. Par exemple, notamment dans les architectures, alors que ce soit Software Defined Access ou non SDA aussi, et ce qui va arriver prochainement à travers l'outil DNA Center. Alors, premier tranchant de notre session, le Zero Trust sur la partie visibilité des terminaux, ce que l'on appelle aussi Endpoint Analytics. Parfois, ce sont des synonymes qu'on interchange un peu tous les temps chez Cisco. En gros, ça va représenter un service, en quelques mots, s'il y a un concept à garder sur tout ce dont on va parler sur l'endpoint visibility, c'est un service cloud additionnel qui va s'ajouter, si on le souhaite, donc de manière optionnelle, aux techniques de profiling qu'aujourd'hui l'ISE déjà amène et qui peut bien évidemment interagir avec l'ISE pour améliorer ou enrichir de manière un peu plus automatique le profiling de l'ISE. Le besoin auquel on a essayé de répondre justement avec ce service dans les clouds d'intelligence artificielle est né bien évidemment du fait que avec l'explosion des objets connectés et aussi le fait que en fait, ça devient parfois dans certains environnements, c'est un petit challenge de continuer à mettre à jour manuellement ces politiques de classification des terminaux. Peut-être des terminaux dans certains cas un peu plus entre guillemets exotiques
qui ne sont pas forcément produits par un constructeur trop connu parce que ce sont des niches d'utilisation dans certains environnements. Et donc, le fait de continuer à amener une classification automatique de ces équipements, mais justement dans des environnements assez particuliers et qui peuvent changer d'un jour au lendemain. Donc, il y a eu notamment ce défi de visibilité auquel on essaye de répondre aujourd'hui avec un nouveau service basé sur de l'intelligence artificielle ou du machine learning, mais ciblé sur la visibilité des terminaux. Il y a déjà, pour faire une petite analogie, il y a déjà, on va dire, un peu plus d'un an maintenant, qu'on a introduit pour les services de DNA Center Assurance des fonctions d'intelligence artificielle portées par des serveurs dans les clouds qui permettent justement d'analyser les données de DNA Center pour nous fournir une interprétation du troubleshooting. En gros, les mêmes équipes de développement, la même littéralement business unit qui a travaillé et qui continue à travailler sur ce service d'intelligence artificielle pour le troubleshooting du réseau, est en train de travailler sur des services d'intelligence artificielle pour la classification, le profiling automatique des terminaux sur les réseaux. Encore une fois, il y a la partie ISE qui est toujours valide, qui est toujours là depuis des années et qu'on continue à faire évoluer. On peut l'enrichir ultérieurement avec ce service additionnel dans les clouds que l'on appelle Endpoint Analytics. Endpoint Analytics qui, bien évidemment, se base sur les données récupérées du réseau. Donc, on va les voir dans quelques slides sur la partie Deep Packet Inspection amenée par les réseaux, mais pas que. On va s'interfacer aussi avec d'autres bases des données externes par API pour justement, à travers des algorithmes, de moteurs d'intelligence artificielle, nous permettre de classifier des terminaux sur les réseaux de manière encore plus dynamique et de réduire au maximum, par exemple, des faux positifs ou éventuellement pouvoir, alors peut-être le terme est un peu abusé, mais faire de la reconnaissance de type Day Zero quand il y a des nouveaux terminaux un peu exotiques. Il y a un constructeur qui rachète des adresses MAC, des plages d'adresses MAC, un OUI d'un jour au lendemain. Comme on se base sur des services dans les clouds qui vont, d'une certaine façon, on l'espère, devenir aussi communautaires, dans le sens que plusieurs sources peuvent y contribuer, du coup d'avoir aussi des services de classification qui sont encore plus dynamiques qu'aujourd'hui. Encore une fois, nous on garde toujours le profiling dans l'ISE parce que ça fait partie de l'histoire justement de l'ADN Cisco sur la partie classification. On va ajouter ce service d'Endpoint Analytics pour ceux qui le souhaitent. C'est quelque chose d'optionnel en plus qu'on peut amener à travers la partie DNA Center. Et on le voit déjà, déjà dans ce slide. On va se baser sur plusieurs sources. Celle de base va être la visibilité sur les flux menés grâce aux équipements réseau. Donc la partie Deep Packet Inspection, c'est en gros la base qui va alimenter ce service d'Endpoint Analytics. Après, on peut ajouter d'autres choses, bien évidemment, pas forcément toujours obligatoires, comme l'interfaçage avec des outils tiers type ServiceNow ou encore des données de forme communautaire. Donc, en gros, avec la possibilité pour les clients, pour les sociétés qui le souhaitent, de participer à une communauté un peu plus vaste
centralisé dans le cloud qui permet d'échanger des informations sur des nouveaux profils pour des nouveaux terminaux qui ont été découverts par ces services communs. Alors, encore une fois, la base de ce nouveau service d'Endpoint Analytics démarre par le réseau. Quand un terminal, un poste ou un objet, en gros, se connecte sur les réseaux, bah, les fonctionnalités de Deep Packet Inspection qu'on embarque dans les équipements réseau Cisco, donc tout ce qui est, par exemple, Catalyst 9000 en termes de switching, mais c'est quelque chose qui va être porté également, par exemple, par les nouveaux contrôleurs Wi-Fi Catalyst 9008. Permet justement à travers, alors c'est une hérité, on va dire ça, un héritage du moteur de classification NBAR, mais on va dire avec pas mal d'améliorations qui vont arriver derrière, permet justement de collecter des informations très précises sur les terminals lui-même, sur les types de flux qu'il est en train de faire transiter. Donc on a ce que l'on appelle des probes de sources de données un peu plus, entre guillemets, classiques, comme des attributs DHCP. Ça peut être le User Agent HTTP, ce sont des choses qu'on faisait déjà, par exemple, dans l'ISE, mais qu'on va enrichir justement avec cette partie reconnaissance applicative qui, en envoyant les données par NetFlow vers les DNA Centers pourra nous fournir encore plus de sources de profiling sur les terminaux. Et après, en envoyant, on va dire, toutes ces données en les proxifiant, entre guillemets, vers le service dans le cloud qu'on appelle Endpoint Analytics, bah, on recevra ensuite sur DNA Center la classification faite par ce service dans le cloud. Encore une fois, vu la complexité parfois que certains calculs de profiling peuvent demander, on ne va pas forcément tout garder sur l'ISE ou sur le DNA Center, entre guillemets, on-premise. On va déléguer certaines fonctionnalités de calcul vers des services dans le cloud pour après, bien évidemment, récupérer le résultat de ces calculs directement à travers l'interface de DNA Center et aussi, chose très importante, à la fois réalimenter la base de profiling de l'ISE automatiquement avec les nouveaux attributs qu'on a découverts. Donc, réalimenter automatiquement la base de profiling de l'ISE pour qu'on puisse justement exploiter ces nouvelles classifications dans les politiques d'authentification de l'ISE qui après pourra affecter les différents terminaux qu'on a reclassifiés sur un VLAN différent, avec un security group tag différent, etc. etc. Donc c'est ce sont des communications sur plusieurs axes. Il y a les réseaux qui fournissent des données vers les DNA centers pour alimenter ce cerveau de classification dans les clouds, récupérer la classification dans les DNA centers et la relayer, si besoin, vers l'ISE pour exploiter justement ces classifications-là dans nos politiques d'autorisation. Et tout en gardant, si on le souhaite, les attributs un peu plus classiques, les classifications déjà disponibles dans l'ISE sont forcément devoir remodifier cette partie-là. Donc il y a tout un travail justement de récupération des données et de délégation des politiques de classification vers ces services dans le cloud qui, par défaut, va utiliser des règles, entre guillemets, préconfigurées
il y aura des politiques de classification préconfigurées, un peu comme on était habitué dans l'ISE. Mais ce moteur dans les clouds va aussi nous dire, par rapport à ce que moi j'ai collecté, par rapport à la classification que j'en ai faite, je pense que cet équipement correspond à tel profil. Et après, l'administrateur, à travers l'interface de DNA Center, aura toujours, bien évidemment, la possibilité de valider ou de changer la classification que ce moteur de Endpoint Analytics a fait automatiquement pour nous. Donc, un peu comme on avait dans la partie intelligence artificielle pour les troubleshooting, la possibilité de faire des petits likes ou unlikes quand on voyait la suggestion d'une problématique pour justement alimenter, permettre au moteur dans les clouds d'apprendre depuis les retours sur le terrain de l'utilisateur. Avec la partie Endpoint Analytics, et du coup on peut également alimenter ces techniques de machine learning pour leur dire, effectivement, le terminal que tu as classifié, que tu as profilé dans cette catégorie-là, je le valide. Pour moi, c'est bien ce que je vois. Ou alors, je change légèrement la politique de classification ou à la limite le profil final parce que dans mon environnement, ça correspond plutôt à un autre type de terminal. On va classifier bien évidemment sur la base de différents critères. Ça peut être bien évidemment les constructeurs, les systèmes d'exploitation, les modèles de terminaux. Donc il y aura plusieurs niveaux de classification qui seront faits. Et sur DNA Center, alors à partir de la version 2.1.x, alors le point X c'est parce que la numérotation, on est encore en train de la valider en interne, mais en gros ça sera dans la prochaine version de DNA Center 2.1.1 qui va sortir officiellement, on va dire d'ici plutôt fin de l'été, la roadmap pour être prudent, on va dire ça, fin de l'été 2020, intégrera donc un nouveau, un nouveau menu dédié. L'interface reste globalement à peu près la même. Ce que l'on appelle le look and feel est très similaire à ce qu'on a aujourd'hui en version 1.3.3. Mais on aura justement un nouveau menu qui va s'appeler Endpoint Analytics et qui nous permettra d'accéder justement à la classification, à l'inventaire des terminaux qui ont été découverts par ce moteur de Endpoint Analytics dans les clouds grâce au flux de Deep Packet Inspection remonté en gros en NetFlow par les équipements réseau. Encore une fois, la base va être le Deep Packet Inspection des équipements Catalyst 9000, que ce soit des switches ou aussi, on va l'amener petit à petit sur la partie Wi-Fi, même si pas tout de suite dans les prochaines semaines, mais ça va être à très court terme. Et à partir de là, on aura des classifications qui sont faites de manière dynamique, donc selon des politiques entre guillemets préconfigurées à travers ce moteur de classification dans les clouds. Une fois que cette classification dynamique est faite, nous pourrons toujours revoir les règles qui ont été utilisées pour cette classification, donc revoir sur quels attributs on s'est basé, éventuellement les valider ou pas, et si besoin, aller modifier ces politiques pour réaffecter les équipements sur des nouvelles classifications.
encore une fois, ce sont des workflows qui vont être disponibles directement depuis l'interface de DNS Center. Donc, il n'y a pas forcément besoin de déployer un nouveau serveur, on va dire on-premise. C'est un service qui va être mis à disposition déjà sur les niveaux de licence DNA Advantage. Donc, les sociétés qui ont déjà souscrit à ces niveaux de licence pourront tout simplement activer ce service de Endpoint Analytics qui est basé, encore une fois, sur différents niveaux de règles, que ce soit préconfiguré ou plutôt personnalisé par l'administrateur de DNS Center lui-même. On aura bien évidemment une petite hiérarchie des politiques de classification. Donc, bien évidemment, tout ce qui est statique va avoir la priorité. Après, les politiques de classification modifiées par l'administrateur vont avoir la deuxième priorité la plus élevée. Et après suivront les politiques de classification générées automatiquement, voire comment dire, enrichies par justement les algorithmes dans les clouds. Il y aura alors en termes de comment dire, de dépendance entre les différentes versions, on sera encore une fois sur un DNS Center 2.1.x. Le X, je l'ai mis au cas où en tant que, on va dire, placeholder par rapport à la numérotation officielle avec laquelle on va publier la prochaine version de DNS Center, qui est déjà disponible pour certaines sociétés avec un programme de ce que l'on appelle Early Field Trial. Donc, c'est pas forcément une bêta, c'est une version beaucoup plus solide qu'une bêta qu'on peut déployer déjà en production, mais qu'on réserve dans un premier temps uniquement à quelques sociétés qui ont souhaité, on va dire, déployer les dernières nouveautés, mais qui arrivera dans les prochaines semaines, prochains mois. Sur l'ISE, on est en 2.6 patch 5 minimum pour le support des bonnes fonctionnalités PXGrid à travers laquelle l'ISE va dialoguer avec DNS Center, et en version iOS XE. Alors dans l'exemple, c'est Catalyst 9002, mais il y a d'autres plateformes Catalyst 9000 bien évidemment supportées. On est en 17.2 minimum. En sachant qu'aujourd'hui, ISE, par exemple, en 2.7, est devenu la version, les trains recommandés. Il y a pas mal de nouveautés qui ont été ajoutées en 2.7, Christophe va vous en parler, voire même avec la 3.0 qui arrivera dans les prochains mois. Et comme on le voit un peu dans le schéma, il y a notamment un dialogue aussi entre DNS Center et ISE, comme on l'avait déjà pour la partie security group tag pour les politiques de microsegmentation. Les mêmes protocoles PXGrid nous permettront de réinjecter dans l'ISE des nouvelles classifications, de nouveaux attributs obtenus justement grâce à cette fonctionnalité de Endpoint Analytics. Donc, il y a une communication bien évidemment bilatérale entre le DNS Center et l'ISE, aussi en ce qui concerne cette nouveauté sur le Endpoint Analytics, parce que justement c'est l'ISE qui reste un peu notre cerveau dans toutes les opérations de contrôle d'accès, que ce soit SDA ou non SDA, bien évidemment. Avec ça, je vais passer la main à Christophe, justement. Tu me passes la main de présenteur. Pour la partie SE, voilà, oui, Vincent va te passer la balle tout de suite, et comme ça tu peux nous dire ce qu'il y a de nouveau sur l'ISE 2.7 et 3.0. Merci beaucoup Christophe, on se reparle dans une trentaine de minutes.
C'est bien comprendre. Merci Cédric. C'est bien comprendre que j'ai 30 minutes. Non, c'était un petit message subliminal. Oui, j'ai compris. Il a été très clair. Non, je ne vais pas dépasser. Alors, l'idée, c'est de vous updater un petit peu sur ISE. Alors déjà, bien sûr, on va reparler de ce qu'il fait actuellement et de ce qu'on peut apporter avec ISE. Ça, c'est un petit peu le début de la présentation. Et puis, on va parler un petit peu du futur également. C'est très important. Donc, ISE, comme vous l'avez compris, c'est le moteur qui permet de dialoguer avec le réseau, quel que soit le type de réseau, filaire, Wi-Fi et même VPN, hein, parce on a pas mal d'ISE derrière les VPN et le sujet VPN a été un gros sujet pendant la période de confinement pour toutes les entreprises. Donc, ISE apporte ça. À la base, c'était un serveur Radius. Moi, je dis toujours que l'ancêtre d'ISE, c'était l'ACS, le serveur Radius, qui était le plus vendu dans le monde. Simplement, c'était un serveur Radius de première génération. Là, on est sur une génération un petit peu avancée qui apporte des services complémentaires. C'est surtout ces services complémentaires sur lesquels on va s'attarder, puisque si c'était juste un serveur Radius, vous pourriez prendre un Free Radius, un NPS de Microsoft, et vous auriez un service Radius de base. Là, on veut un peu plus, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on va apporter, c'est déjà de la visibilité au niveau du réseau, savoir ce qui est connecté, hein. Federico, on a pas mal parlé avec le profiling de nouvelle génération, mais c'est déjà présent dans ISE, donc on va en parler. La visibilité, c'est un point très important. Le contrôle du réseau, pouvoir faire des choses classiques comme de l'assignement de VLAN, mais aussi utiliser les security group tags ou scalable group tags, suivant qu'on est dans l'équipe sécu ou infra. On aime bien utiliser des noms différents. Et puis pouvoir faire de la conformité, c'est-à-dire pouvoir aller vérifier des points importants sur ce qui se connecte au réseau. Est-ce que mon poste est conforme à la politique de sécurité du réseau? Est-ce qu'il y a bien les derniers patchs Microsoft? Est-ce qu'il y a bien l'antivirus qui est activé? Est-ce que le firewall est bien activé? Des petites choses comme ça fait partie des services qu'on va trouver dans ISE. Alors, au départ, ISE, ce qu'il faut bien comprendre dans ISE, c'est qu'il va se retrouver un petit peu au cœur de tout. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à devoir dialoguer avec les équipements réseau. Alors, le dialogue avec les équipements réseau, ça sera pour tout ce qui est accès du Radius. On reste sur des choses standards, hein. Pourquoi du Radius? Parce que quand tout le monde parle la même langue, pourquoi changer de langue? Il n'y a aucune raison. Donc, tout équipement sur le marché, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, parle Radius. Vous achetez un switch Cisco, un switch Tartampion, le Tartampion parlera également du Radius. Donc ça, c'est un point très important. On parle Radius parce que c'est le standard. Donc on va dialoguer avec tous ces équipements Radius. Ensuite, les postes qui vont se connecter à ces équipements, que ce soit du filaire ou du Wi-Fi, quand on veut une connexion sécurisée aujourd'hui, il y a aussi un standard. Un standard, ça veut dire qu'il faut que le poste intègre le protocole que tout le monde va utiliser. Et le protocole, quoi qu'on dise, le protocole d'accès pour le NAC, c'est le 802X, que ce soit du Wi-Fi ou du filaire. Alors, on ne l'utilise pas en VPN, on utilise d'autres techniques, mais ça reste des protocoles d'authentification standardisés. Donc, en l'occurrence, pour du Wi-Fi et du filaire, on va utiliser du 802X. À l'intérieur du 802X, on en reparlera un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle des EAP, avec plein de méthodes différentes. Mais ce qui est important de retenir, c'est ce que vous voulez faire au départ. Je veux authentifier par un mot de passe ou par un certificat ou par un one-time password. Hein, donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et les EAP s'adapteront. Mais ça reste du 802X. Donc, j'ai du 802X entre le poste de travail qui va discuter avec le switch. Le switch va décapsuler le 802X et puis va envoyer l'EAP à travers du Radius à l'ISE. Donc, il doit comprendre ça, mais il doit aussi comprendre ce que vous avez sur la partie droite, vers quelle base de données, et il va retrouver le fameux username, password, vérifier le certificat, des choses comme ça. Et c'est aussi le rôle d'ISE de faire l'interfaçage vers ces bases d'identité. Alors, pour rien vous cacher, la base d'identité numéro 1, quoi qu'on dise, c'est l'Active Directory. De ce côté-là, c'est un standard. Pour toutes les autres bases de type LDAP ou autres, on sait également les intégrer. On peut même intégrer un Radius externe. En ce moment, on fait du proxy Radius, par exemple. C'est des choses qu'on sait faire. Et puis, on a rajouté plus récemment du SAML, pour tout ce qui est web, ou pouvoir avoir des services un petit peu poussés. On va parler également du multifactor authentication. Gros sujet en ce moment, puisque c'est une bonne méthode de sécuriser les accès aux applications. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Et puis, ce que vous avez tout à droite, c'est le fait de pouvoir interfacer les partenaires. Ça, très rapidement, dans l'ISE, on s'est dit, on veut faire de la sécurité. Pourquoi pas offrir des API qui permettent d'interfacer les firewalls du client, son SIEM, ses IPS, ses outils de sécurité en général, son anti-malware.
Et donc, tout ça, c'est à travers un programme qui s'appelle PXGrid, sur lequel aujourd'hui, on a une centaine de partenaires. Alors, je vous en montrerai quelques-uns tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur le web parce que c'est mis à jour en permanence. Et pour rien vous cacher, j'ai un peu la flemme de mettre à jour mon slide tous les 8 jours. Donc, mon slide, il doit dater d'il y a 6 mois, 8 mois. Mais il y a déjà pas mal de place, il n'y a plus de place pour en rajouter. Donc, de toute façon, je ne vais pas en rajouter. On parlera aussi, bien sûr, de la partie segmentation avec les taxes. C'est un point très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est que lorsqu'on veut rentrer dans le réseau, on va utiliser tout un tas d'éléments importants qui permettent de classifier, de bien identifier et donner des droits différents. C'est-à-dire que j'ai un poste, est-ce qu'il est vulnérable? Quel est le type d'OS? Est-ce que c'est un PC? Est-ce que c'est une imprimante? Éventuellement, maintenant, on parle de behavior également. Quel est son comportement? Est-ce qu'il n'est pas en train d'attaquer mon réseau? Et s'il est en train d'attaquer mon réseau, est-ce que je ne dois pas le mettre en quarantaine? Oui, c'est tous ces éléments-là. Et puis derrière ce PC, éventuellement, quel est l'utilisateur? Gros sujet dans le 802.x, comment je reconnais que c'est tel utilisateur derrière telle machine? La double authentification. On va en reparler un petit peu plus loin parce que c'est un des sujets très importants. Autre point important, alors évidemment, quand vous voyez DNA d'un côté, ISE de l'autre, si je fais le parallèle, je dirais que DNA, si vous choisissez une voiture, vous allez dans un garage, et il y a deux types de clients. Il y a ceux qui vont choisir la voiture parce qu'ils vont trouver que le tableau de bord est joli, qu'il y a plein de boutons. Ça, c'est DNA. Et puis, il y a ceux qui vont ouvrir le capot et qui vont dire, ah ouais, le moteur, il est quand même puissant, hein. Et en termes de puissance, ISE, là, il se pose là parce qu'on peut avoir jusqu'à 2 millions d'endpoints sur un seul cluster d'ISE. On peut mettre plusieurs clusters. Si vous avez plus de 2 millions d'endpoints, appelez-nous tout de suite, on arrive dans la minute, hein. Mais 2 millions d'endpoints aujourd'hui, nos plus gros réseaux, pour rien vous cacher, ils sont aux US, ils font dans les 500, 600 000 endpoints sur des clusters. Je ne pense pas qu'on ait un cluster avec 2 millions d'endpoints. En France, les plus gros clusters affrisent les 300 000, pour vous donner un petit ordre d'idée. Et là, on est vraiment sur des très, très gros clients. Mais ça apporte en même temps administration centralisée, login centralisé, et puis une stabilité qui est quand même maintenant reconnue, qui est plutôt à toute épreuve. On a des réseaux qui tournent maintenant depuis 6-7 ans. D'ailleurs, il faudrait que certains clients les mettent à jour, parce que ça serait bien aussi qu'il y ait pas mal de nouveautés, et ça serait bien de les mettre en place. Alors ce slide, c'est un slide qu'adore Federico, parce qu'on montre qu'en fait, dans l'adoption, la première adoption qui a été faite avec ISE et avec les radius en général, c'était le wireless. Comme il est très wireless, Federico, il aime bien ce slide, il l'a remis dans le slide deck. Donc c'est vrai qu'au départ, le radius, avant même qu'on fasse du 802.x sur le filaire, c'était le wireless. Et c'est toujours le wireless. Vous ne trouverez pas un wireless d'entreprise sans radius derrière. Donc, on va mettre ISE. Un des premiers cas d'usage, c'est le wireless. Simplement, sur le wireless, on peut avoir plusieurs types d'accès. On peut avoir l'accès corporate, donc 802.x, sécurisé, avec des certificats ou pas. Et puis, il y a quelques années, on a beaucoup parlé de la partie BYOD. Ça, c'était, personne n'en avait entendu parler avant. Bring your own device, amène ton propre équipement. Parce que ça, c'était une demande. À partir du moment où il y a du wireless, vous arrivez avec votre téléphone, vous dites, mais pourquoi je dois rester en 4G alors que je peux me connecter au Wi-Fi? C'est mon téléphone, mais je voudrais me connecter au Wi-Fi de l'entreprise. Et donc, ISE gère ça, gère l'auto-enrôlement des devices personnels, éventuellement le fait de pousser un certificat. Il y a un serveur de certificat dans ISE, mais il sait aussi être sub-CA pour votre PKI, c'est-à-dire pousser le certificat de votre PKI. Et puis le guest, le guest, ça, c'est un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir des clients qui disent, moi, j'ai déjà un guest, j'ai de l'Ucopia, j'ai autre chose. Bon, je vais le laisser, je vais payer 2 fois. Alors que ISE, dès la licence de base, vous avez le guest qui est intégré. Et les services guest sont plutôt pas mal. Avec l'auto-enrôlement, avec des notifications par SMS, avec le login, avec tout ce qui va bien. Donc, regardez bien si vous avez de l'ISE à un moment donné, pourquoi payer une seconde solution alors que le guest d'ISE fonctionne parfaitement? Si vous allez chez certains clients. Alors en plus, c'est entièrement customisable. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez un client qui a de l'ISE en guest, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir dans le code source de la page pour vérifier si c'est de l'ISE, parce que les clients customisent entièrement les pages et on ne reconnaît pas, c'est une page qui est une page web complètement customisable. Et donc, vous avez un service guest qui est très poussé dans l'ISE, dans la licence de base, très important.
Et puis, il y a quelques années déjà, les premiers réseaux, on les a déployés pour rien vous dire, pour tout vous dire, en 2000. Mais il y a vraiment eu une explosion en 2008. Alors pourquoi 2008? Je pense que c'est. Alors dans le secteur bancaire, on sait, hein, c'est après l'affaire Carviel, tout le monde voulait faire du 802.x pour sécuriser son réseau. Bon, ça n'aurait pas empêché de détourner de l'argent et de faire du 802.x. Mais au moins, on a voulu. Il y a eu des audits et les gens se sont dit, mais il suffit d'arriver dans un couloir, je débranche une imprimante, je branche mon PC et j'ai accès au réseau. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas sécuriser aussi l'accès? Et là, on s'est mis à en faire en grande quantité. Là, on a des nouveaux projets NAC 802X en permanence. Toutes les semaines, il en arrive. Et ISE est la première solution déployée pour la partie NAC 802X dans le monde, avec plus de 50 000 clients. Alors, vous voyez en dessous, il y a marqué, on fait du MAB aussi. MAB, c'est le MAC Authentication Bypass, mais surtout du MAB avec du profiling. Il ne suffit pas de faire une authentification par adresse MAC, ce n'est pas assez sécurisé. En plus, on va identifier le type de device qui est connecté derrière. D'où le fait, en plus, avec DCS, qu'on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va regarder les flux eux-mêmes pour pouvoir détecter des choses au-delà de la détection de device, pouvoir détecter qu'il y a eu du spoofing avancé, qu'il y a eu du man in the middle, qu'il y a eu des choses, des attaques un petit peu poussées. Mais ça, on reviendra là-dessus dans une prochaine présentation, puisque ça fait partie des choses qui vont arriver. Mais on n'en a pas encore parlé. La posture. Alors, la posture, c'est quelque chose qui avait explosé très, très. Le posture, c'est le contrôle de conformité sur le poste. Quelque chose qui avait vraiment explosé auprès des clients du nord de l'Europe, les Français ont été assez prudents et maintenant, on nous le demande depuis 2-3 ans, beaucoup plus, mais avant, on ne nous le demandait pas. C'est un point qui est très important. La segmentation également, micro-segmentation. Vous avez tous entendu parler de micro-segmentation. Dans les termes marketing, j'ai vu qu'il y en a qui parlent aussi de nano-segmentation, parce qu'une fois qu'on a utilisé le terme micro, on utilise le nano. Tout ça, c'est du marketing. Ce qui est important, c'est qu'au départ, on faisait des VLAN et maintenant, dans le VLAN, on peut pouvoir aller faire une segmentation beaucoup plus fine. Et c'est ce que va vous expliquer Federico dans la dernière partie. Et enfin, bien sûr, l'écosystème de partenaires dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc ça, ce sont les services qu'on peut apporter autour d'ISE. Il y a aussi l'administration des devices. Il ne faut pas oublier que TACAX est aussi intégré dans l'ISE. TACAX, c'est un protocole Cisco qui a été inventé au départ, qui permet de faire de l'administration avancée, donc de la sécurité des administrateurs vers les équipements réseau ou vers des logiciels d'administration qui supportent TACAX également. Donc ça aussi, ça fait partie des choses intégrées. Là, vous avez en une vue un petit peu toutes les fonctions qu'on retrouve globalement dans ISE, mais on en reviendra dessus. Alors, Federico a beaucoup parlé de profiling. Le profiling d'ISE, il est basé sur certains paquets qu'on renvoie vers ISE. Par exemple, DHCP, par exemple, on va regarder dans l'AD pour savoir que c'est une machine Windows 10. Globalement, c'est un profiling passif, c'est-à-dire qu'on ne va pas interroger les équipements pour savoir ce que c'est. Et l'exception, c'est quand un équipement ne parle pas, et à un moment, il ne parle pas, on est obligé de l'interroger. Vous avez en face de quelqu'un, de vous, quelqu'un qui ne se présente pas, vous allez dire bonjour, comment tu t'appelles? Ça, c'est ce qu'on fait avec du Nmap. La possibilité d'aller scanner une machine, par exemple, une imprimante qui ne parle pas, on va lui faire un scan SNMP et puis aller regarder le système description, savoir ce que c'est. À condition évidemment d'avoir le mot de passe SNMP en read-only. Donc, quoi qu'il arrive, le profiling reste passif, on ne va rien modifier, il n'y a pas de modification sur les équipements eux-mêmes. La plupart du temps, on interroge les switches ou le Wi-Fi pour savoir ce que c'est qui est branché derrière, sachant que dans les équipements eux-mêmes, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Device Sensor dans les switches et les contrôleurs wireless qui permet de faire le profiling directement au niveau des équipements Cisco et d'envoyer à travers du radius accounting le résultat ISE. Donc le profiling, ça sert à quoi? Ça sert à avoir la base des devices et de pouvoir vérifier que, vous voyez, là j'ai Jim R, avec un nom comme ça, Jim R, notamment que ce soit son vrai nom, il se connecte sur un Apple MacBook. Voilà. Et puis là, j'ai Alice qui est connectée sur j'ai Jim qui est connecté sur un iPad. Et j'ai Alice qui est connectée sur une station Microsoft. Voilà. Alors ça peut être plus précis, on peut mettre Windows 10. Et puis, vous allez avoir un profiling qui sera un petit peu plus poussé. Également, on nous a demandé depuis quelques années, ce n'était pas le cas. Là, je pense que c'est plutôt WannaCry qui a provoqué ça, l'arrivée. Donc, WannaCry, pour ceux qui n'auraient pas encore ce que c'est, WannaCry, c'est un ransomware
touché quelques entreprises, entre autres les sites industriels, parce que ça a fait très mal des usines qui s'arrêtent. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on nous dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du NAC dans les usines? Et donc, on a rajouté dans l'ISE des profils pour pouvoir reconnaître les devices IoT. Et on s'est dit, bon, mais le problème dans l'IoT, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de devices. Certaines sont relativement complexes et beaucoup utilisent des protocoles un peu poussés, comme Modbus, CIP, des choses comme ça, des protocoles industriels. Or, il y a une autre méthode qui est quand même très pratique pour récupérer le profiling, c'est qu'on s'est dit, puisqu'on a des partenaires qui utilisent des API, pourquoi pas permettre à ces partenaires de nous donner aussi des infos de profiling? Alors, pour ça, on a une API qui s'appelle PXGrid qui servait au départ à partager le contexte. Donc, ISE, il sait que telle machine, tel utilisateur est connecté à tel endroit, qu'elle est conforme, ça on le partage avec un éco-partenaire. Mais aussi, l'éco-partenaire est capable de nous donner des infos. Hein, donc, cet équipement a été reconnu par un équipement tiers, bah, pourquoi pas donner l'info? Cette machine est en train d'attaquer le réseau, pourquoi cet IPS ne demanderait pas à ISE de mettre en quarantaine? C'est vraiment le rôle de PXGrid. PXGrid, dans le cas du profiling, permet, par exemple, là je vous montre avec un éco-partenaire IoT, de dire, ben voilà, l'éco-partenaire IoT va fonctionner sur des protocoles industriels, il va les reconnaître, c'est son métier, il sera dans le cœur du réseau industriel, et grâce à toutes ces informations, on va aller pouvoir regarder des choses comme, par exemple, la version hardware, la révision software, le firmware qui est installé, est-ce que c'est un PLC, est-ce que c'est un contrôleur de tel type? Eh bien ça peut être envoyé ISE en complément de son profiling. Et ça, c'est fait juste par les API. Alors, voici quelques éditeurs qu'on va retrouver, que ce soit dans le secteur médical ou IoT, qui sont complètement compatibles avec ISE et qui permettent de renvoyer des infos de profiling. Et il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est Cybervision. Alors, pourquoi Cybervision? Parce que d'abord, c'est une société qui s'appelle Centrio, une société lyonnaise, française, qui a été rachetée par Cisco, qui a un logiciel qui est extrêmement puissant pour protéger et pour analyser les événements qui se passent dans un réseau industriel. Ça comprend même une partie IPS où il détecte les attaques. Et ces informations d'assets qui sont reconnus par Centrio, en utilisant tout un tas de protocoles industriels, bah, ces informations sont partagées avec ISE à travers PXGrid. Donc là, vous avez une solution dans ces cas-là qui est 100% Cisco. Centrio d'un côté qui va utiliser la visibilité des assets côté industriel et qui va renvoyer ça au profiling d'ISE. Donc c'est plutôt puissant. Alors je vous l'ai mis, mais à titre d'info, hein, vous regarderez ça peut-être reposé, une liste de partenaires que vous pouvez utiliser pour ceux qui veulent. Federico parlera tout à l'heure des firewalls, mais évidemment, dans les firewalls, comme vous pouvez le voir dans la partie firewall ici, on ne supporte pas que Cisco, on supporte aussi des autres firewalls, qui au passage supportent aussi les tags, hein, parce que vous allez entendre parler beaucoup de SGT. C'est important de savoir que les grands firewalls du marché supportent aujourd'hui les tags. Pour les récupérer, ils le font à travers ISE par PXGrid. Alors, le Nextphase Endpoint Visibility, bon, je ne vais pas revenir dessus. Il vous en a parlé, Federico. C'est un point très important. L'idée, c'est de faire du machine learning, d'utiliser du Deep Packet Inspection pour avoir plus d'infos. Donc, cette fois-ci, on regarde les flux, on analyse, ça remonte. Alors, pourquoi dans le cloud? Vous me direz d'abord pour la puissance de calcul, c'est un point important, mais aussi pour avoir du collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez décider de partager que vous avez reconnu dans votre réseau. On ne parle pas de données confidentielles. Vous avez une machine à café que vous avez branchée sur Ethernet, ben, vous l'avez profilé, ben, ça c'est partagé dans le réseau. Si un autre client arrive et qu'il a un profil un peu équivalent, on va lui proposer automatiquement en disant tiens, il y a d'autres clients qui l'ont reconnu comme machine à café. Est-ce que vous confirmez? Oui. Et au bout d'un moment, ben, la collaboration, la communauté permet de confirmer à 100% que cet équipement est bien une machine à café. L'idée, c'est de pouvoir avoir 100% de reconnaissance des équipements qui sont connectés. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Pourquoi dans le cloud? Pour avoir du collaboratif. Alors, pour les clients qui n'aiment pas le cloud, n'oubliez pas que chez vous, vous avez de l'Office 365, c'est du cloud. Si vous êtes chez Amazon, c'est du cloud. Si vous êtes chez Microsoft, c'est du cloud. Google, c'est du cloud. Donc, le cloud aujourd'hui, hein, tout le monde l'a, même les banques.
D'ailleurs, puisqu'on est dans le cloud, hein, point très important, d'ici la fin de l'année, vous allez voir ISE arriver dans le cloud à travers des clouds comme Azure ou AWS, la possibilité pour les clients qui désiraient avoir nativement dans les stores de ces deux grands clouds la possibilité d'installer en quelques clics de souris un ISE et de pouvoir le mettre en ligne dans le cloud. Donc, possibilité qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, alors vous pourriez le faire en installant la VM, mais ce n'est pas officiellement validé, supporté. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'attendre. Et puis, évidemment, si on fait ça, c'est très important de pouvoir supporter Azure AD également. Ça fait partie des plans de supporter la partie Azure AD officiellement. Voilà. Il vient toujours officiellement. Parce qu'aujourd'hui, on fait déjà du SAML, on fait déjà des choses. Et on peut toujours aller bricoler pour y arriver. Alors, on supportera aussi au passage, je ne pense pas qu'il y ait un seul client qui l'a installé, les serveurs Windows 2020. Hein, je n'ai jamais vu ça chez un client pour l'instant, mais c'est important. Donc ça va arriver d'ici la fin de l'année. Hein. L'idée, c'est toujours d'être un peu en avance sur ce qui se fait en termes de sortie côté Microsoft. On a des accords, on a supporté les protocoles qui sont sortis que maintenant dans la dernière version de Windows. C'est un point important. Et puis, on va compléter encore les API. Pourquoi on complète les API? Tout simplement pour avoir un orchestrateur externe pour ISE. Quand vous avez plusieurs clusters, c'est intéressant de pouvoir dire j'ai un orchestrateur qui pilote tout, y compris les règles d'autorisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les règles d'authentification et d'autorisation vont être pilotables par ISE. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut pouvoir piloter ISE avec DNA aussi. Pouvoir dire DNA devient l'orchestrateur des différents ISE déployés chez un client. Par exemple, j'ai un cluster aux US, un cluster en France, et à partir de DNA, j'aurai la visibilité, mais la configuration possible, et à partir de mes deux clusters. Alors, pourquoi on pourrait avoir un seul cluster? Hein. Pourquoi mettre deux clusters? Par exemple, pour la maintenance, quand je reboot le cluster, je fais une mise à jour en France, il ne faudrait pas le faire à la même heure qu'aux US, parce qu'il y en a qui sont en plein travail pendant que les autres dorment. Donc, il faut vraiment choisir de ce côté-là. Donc, c'est des choses qui sont en train de se faire également. On a eu aussi pas mal de demandes de clients qui nous disent, moi, j'utilise des dongles. Donc, ça veut dire que le dongle, c'est vous branchez ça en USB sur votre PC. Éventuellement, c'est un dock. Vous le partagez avec plusieurs PC. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quel est le PC qui est réellement derrière. Or, le dongle, il présente une adresse MAC, qui n'est pas celle du PC, qui est celle du dongle. Donc, ce qu'on est en train de rajouter, c'est le fait d'utiliser les ID, les device ID, en collaboration avec Microsoft pour la partie SCCM, pour tous les postes qui sont les assets qui sont reconnus dans SCCM, pouvoir utiliser ça pour les identifier également. On est déjà interfacé avec SCCM, ce que font pas tous les éditeurs de solutions NAC. On est interfacé avec les serveurs SCCM pour faire de la posture. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de rajouter, c'est SCCM pour identifier les assets qui seraient derrière des dongles. Parce que le device ID restera le même, même si la MAC change. Et puis, on a aussi cette notion de MAC qui peut être aléatoire, qui peut être random maintenant. Hein, vous savez qu'il y a des devices comme ça. Donc, pouvoir utiliser le device ID comme le font les MDM aujourd'hui pour pouvoir identifier correctement les devices et pas se baser seulement sur une authentification où il y aurait une adresse MAC derrière. Ça, c'est un point très important qui est en train d'arriver. Et puis, on va parler d'un point qui est très important aussi, c'est la partie TEAP. Alors, type, c'est quoi? Alors, c'est encore un EAP, un nouveau EAP. C'est quelque chose qu'on supporte depuis très longtemps chez Cisco, qu'on avait sorti sous le terme EAP Chaining. À quoi ça sert? Quand vous authentifiez, je prends un PC Windows traditionnel, je branche ma machine sur le réseau. Je n'ai pas de session utilisateur loguée, j'ai l'authentification machine qui passe. Je log mon utilisateur, j'ai l'authentification user qui passe. Si je laisse ma session ouverte, que je me débranche du réseau, que je me branche ailleurs, je n'ai que la session user qui passe. Je ne peux plus savoir que tel utilisateur est bien sur telle machine. Ce que fait Type, c'est qu'il envoie de manière chaînée, systématiquement, que la session soit ouverte ou pas, enfin, surtout si la session est ouverte, je me débranche, je me rebranche, il renverra l'authentification de machine et user. Donc, c'est le « et » qui est très important. Alors, pourquoi type, c'est un standard, c'est un RFC, ça c'est très important. Mais si on regarde les flux, on a une authentification user et dans la même chaîne, c'est pour ça qu'on appelle chaining, on va retrouver l'authentification machine.
Point très important, c'est quelque chose qui est supporté dans ISE 2.7 type. Donc, c'est supporté déjà depuis 6 mois, mais ce n'était pas supporté dans Windows. Ça l'est maintenant. Alors, dans ISE, il suffit de dire « je veux que l'authentification machine et user soit bonne pour donner l'accès au réseau », et là, vous vérifiez les deux. Mais surtout, c'est arrivé dans Windows 10, la dernière release. Alors que je suppose que vous n'avez pas déployé chez vous. En tout cas, pour l'instant, personne ne le déploie parce qu'ils sont encore en train de fixer les bugs, parce qu'il y a pas mal de PC sur lesquels ça ne s'installe pas pour des raisons de driver. Ils ne supportent pas les drivers anciens. Il y a eu quelques bugs qui ont été corrigés. Donc, Microsoft sort en ce moment des nouveaux builds. Mais on pense que d'ici quelques mois, ça commencera à généraliser dans les entreprises. Et type, là, c'est une photo, une copie d'écran de Windows 10 2004. Type est supporté nativement dans Windows 10 version 2004 et permet d'avoir une authentification, double authentification. Alors, ça peut être certificat, password ou double certificat. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Les deux sont supportés. Et vous pouvez faire l'authentification sans avoir à rajouter quoi que ce soit dans Windows en termes de supplicants. C'est une demande qu'on a depuis des années. Nous, on pousse Microsoft depuis des années pour qu'il le supporte. C'est fait, on est très content et c'est supporté dans ISE. Si vous avez un data center, alors on a beaucoup parlé des SGT. Il me reste 3 minutes pour que je respecte le timing qui m'a été donné par Federico. Si pas de souci, voilà, si vous avez un data center, tu peux déborder un peu, t'inquiète. Non, je sais ce que c'est, la mafia sicilienne, on sait ce que c'est. Si vous avez un data center, vous avez peut-être de l'ACI. ACI, c'est application centrique infrastructure. Là aussi, on parle de microsegmentation, on va créer des groupes, ça s'appuie sur du VXLAN. On va créer ce qu'on appelle des EPG. On va plus appeler ça aussi des SGT, mais ça s'appelle des EPG. Les EPG vont permettre de dire que, tiens, par exemple, ça, c'est un serveur web, on va le mettre dans un EPG serveur web. Et puis classifié, et on lui donnera des accès dans le data center pour les flux, à la fois les nord-sud et les est-ouest. On va permettre, ça permettra de faire de la microsegmentation, y compris dans la partie virtuelle. Les EPG sont créés de côté data center, les SGT sont créés côté campus. Il faut faire la liaison entre les deux. ISE fait la liaison entre les deux. Donc, ça vous permet de faire du mapping directement dans ISE entre d'un côté les SGT et les EPG, en point group, EPG. Donc, ça, c'est très important. C'est que si vous avez besoin de dire tel utilisateur, tel groupe d'utilisateurs ont accès à ce serveur web, par exemple, j'ai un groupe Active Directory, groupe d'utilisateurs du marketing qui doivent avoir accès à un serveur qui appartient au marketing, ben, vous pouvez faire le mapping et donc la segmentation automatique de bout en bout. Donc ça, c'est très important de montrer que la segmentation, la micro-segmentation, peut être diffusée de bout en bout. Donc ça, c'est un point qui est supporté à travers ISE. L'idée, globalement, et ça, on va en parler de plus en plus, c'est de pouvoir dire, pour avoir accès au réseau, il faut que j'ai un certain trust score qui va de 1 à 10. Là, je suis dans la zone orange. C'est vous qui définirez si un score de 5 a accès ou pas au réseau. C'est quoi un trust score? C'est un score qui va prendre en compte tous les éléments importants. Quel est le type de machine? Quel est l'utilisateur qui est connecté tout? Est-ce qu'il a un certificat valide? Est-ce qu'il n'est pas vulnérable? La notion de vulnérabilité, il aura un CVSS, score de vulnérabilité de 10, on va lui dire pas accès. Est-ce qu'il n'a pas un comportement anormal qui serait du spoofing? Et hop, on le met en quarantaine. Est-ce qu'il n'est pas infecté? Est-ce qu'il n'est pas en train d'attaquer mon réseau? Donc, tous ces éléments sont pris en compte. Tous ces éléments sont pris en compte et on l'affecte à chaque équipement qui se connecte au réseau un trust score. Donc, on parle de zéro trust, ça tombe bien, on va truster les devices et en fonction de ça, on va leur affecter un score de trust. Et puis, on va aller plus loin, bien sûr, parce qu'on a arraché une société qui s'appelle Duo il y a déjà pas mal de temps. Et Duo, c'est quoi? C'est du MFA, Multi-Factor Authentication. Et là, on va dialoguer directement entre les machines et entre les utilisateurs et l'application vers laquelle ils veulent se connecter. Et ça rentre également en compte. Le fait qu'il y ait bien un double facteur qui a été activé et qui permet aussi, au moment où on se connecte, de dire, pour accéder à cette application, il faut que mon anti-malware soit à jour,
il faut que j'utilise tel navigateur, qu'il ait minimum telle version, que l'OS ait telle version. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées au niveau du haut. Donc, au moment où je me connecte à une application, pas seulement au réseau, mais à une application, je suis capable de faire du zéro trust. Ça aussi, c'est un point très important avec Duo. Et évidemment, la possibilité d'interfacer Duo avec ISE pour avoir du zéro trust de bout en bout. Pouvoir dire, pour accéder à telle application qui se trouve dans le data center et en passant par tel réseau, il faut que je sois telle personne, que je sois bien authentifié avec du MFA, que mon poste soit conforme et je serai mis avec tel tag, je serai positionné dans le réseau. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et puis, pour terminer, dans les temps, et si je ne dis pas de bêtises, je suis à la minute près dans le timing que m'a donné Federico. Ce qu'il faut retenir, c'est que ISE se trouve au cœur de tout. Hein, que ce soit l'interfaçage avec les produits tiers, que ce soit l'interfaçage avec les équipements réseau, qui soient Cisco ou non Cisco, que ce soit l'interfaçage avec les bases de données sur lesquelles vous allez vous connecter, ou que ce soit pour la conformité ou autre chose dont on a peu parlé, mais qui existe aussi, le fait de la capacité de mettre en quarantaine un équipement qui ferait des bêtises sur votre réseau, ça c'est ISE. Alors évidemment, vous voyez un 3.0 dessus. Pour info, on est en ISE 2.7, qui est la version recommandée actuellement, avec les derniers patchs. La 3.0, considérez que c'est prévu pour la fin de l'année, pour vous situer un petit peu. Alors, évidemment, certains l'annoncent avant, mais on ne sait jamais. Hein. Avec le Covid, vous savez que les roadmaps peuvent bouger. Hein. Si on a la moitié des développeurs qui sont obligés de rester chez eux, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais globalement, ce qui est prévu, c'est que la 3.0 sortira à la fin de l'année et je vais pouvoir passer dans les temps la main de nouveau à Federico pour qu'il puisse vous parler justement dans cette partie Zero Trust, rentrer un petit peu plus en détail dans la partie segmentation. Merci beaucoup, Christophe. C'était parfait. Je vois que la peur marche très bien pour respecter les timings. C'était parfait. Merci beaucoup, Christophe. On va répondre. Alors, la troisième partie, hein, on va dire, en s'appuyant sur ce que Christophe vient de présenter. Justement, la brique ISE, comme un peu le cœur de tout ce qui est authentification, autorisation sur les réseaux, et aussi déploiement des politiques de sécurité sur les réseaux. Donc le fait de comment dire, appliquer la sécurité, appliquer éventuellement le filtrage au plus près des terminaux et des utilisateurs sur les réseaux, avec toutes les techniques, les options de segmentation, voire, pour être encore plus exact, de micro-segmentation qu'on peut supporter aujourd'hui sur les réseaux Cisco, alors que ce soit un réseau SDA, mais pas que. On va répondre juste quelques bases. On va faire un petit pas en arrière pour remettre un peu les choses en clair en termes de qu'est-ce que c'est de la segmentation, quelles sont les techniques de segmentation. Peut-être que vous les utilisez déjà aujourd'hui. Et comme techniques les plus communes, on connaît peut-être beaucoup d'entre nous tout ce qui est par exemple affectation dynamique de VLAN quand on est sur un réseau pour ensuite faire du filtrage sur ce VLAN-là, alors que ce soit sur l'équipement d'accès avec des access lists, sur un firewall ou autre chose. Les VLAN ou éventuellement même des downloadable access lists ou autre chose peuvent être configurés de manière statique, bien évidemment, sur un port, peuvent être également poussés de manière dynamique au moment de l'authentification et de l'autorisation sur les réseaux. On peut faire de l'affectation dynamique de VLAN, ça c'est une technique très commune, très diffusée, de l'affectation dynamique d'access list, des downloadable access list, et tout ça nous permet de faire de la segmentation comme on en fait depuis longtemps et qu'on aura toujours besoin de supporter sur nos réseaux.
Euh, Après, avec l'arrivée, on va dire l'explosion de des déploiements de réseaux basés sur de l'authentification, du contrôle d'accès, du 802.1x, du MAC Authentication Bypass, voire avec l'arrivée de beaucoup d'objets connectés qui ne supportent pas forcément toujours le 802.1x et qui, on va dire, il y a quelques années, étaient souvent tous sur un seul réseau à plat. Il y a, il y a encore des années, pour pas mal de sociétés, bah, l'objet connecté, que ce soit une caméra, un capteur de mouvement ou autre chose, était mis sur le VLAN IoT ou le VLAN objet. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, effectivement, avec certaines infrastructures réseau sur lesquelles on a des réseaux un peu à plat, dans le sens un VLAN commun pour plusieurs types de terminaux ou d'utilisateurs, pour peut-être des raisons historiques organisationnelles, mais qui, avec l'arrivée des nouveaux besoins de filtrage, de confiance, de segmentation, on voudrait traiter de manière différente sur les réseaux. Sauf que parfois, c'est compliqué de changer l'organisation de nos VLAN, de nos réseaux en entreprise. Et du coup, on n'a plus la possibilité forcément de appliquer du filtrage sur la base de l'adresse IP. Parce que si tout le monde est sur le même VLAN ou le même subnet, bah, des access lists basés sur les adresses IP, alors soit elles deviennent très très compliquées à gérer si on fait de l'affectation d'adresses IP statiques, ou alors ne peuvent pas forcément répondre aux besoins si on fait de l'affectation des adresses IP dynamiques avec du DHCP. Et c'est pour ça que déjà depuis des années, nous avions introduit, mais même ça date de 2009, même un peu avant, la notion de security group tag. C'est pas forcément une nouvelle technologie, mais c'est la façon avec laquelle on réutilise aujourd'hui cette technologie qu'on arrive à implémenter justement des nouveaux réseaux, des réseaux justement appelés intent-based. Pourquoi utiliser une nouvelle notion de tag plutôt que des adresses IP pour faire du filtrage? Parce qu'en fait, si on garde tous les mondes, alors dans l'exemple, hein, après l'idée ce n'est pas forcément de faire un VLAN commun pour tous les mondes, mais mettons que nous avons deux groupes de terminaux différents, un groupe A et un groupe B, pour lesquels on voudrait définir différentes politiques de filtrage. Pour des raisons historiques, nos terminaux ils sont tous sur le même VLAN, les terminaux d'une certaine catégorie, les objets ou les postes de travail. En revanche, avec les nouvelles réorganisations de l'entreprise ou de nouveaux besoins, on veut quand même filtrer de manière différente ces équipements-là sur le même VLAN. Et bien du coup, au lieu que de se baser sur les adresses IP, on va se baser sur ce que l'on appelle Security Group Tag, qui, eux, dans la base des switches d'accès, sont liés à l'adresse IP, sauf que maintenant, comme notre équipement d'accès peut faire du filtrage sur la base du SGT, bah, en fait, on peut avoir tout le monde qui partage le même subnet, mais avec des politiques d'accès différents, parce qu'on les base sur les tags qui a été affecté à l'IP du terminal. Et justement, comment on affecte un tag? Un tag, ça peut s'affecter de manière statique. Si on va en ligne de commande sur un switch, on lui dit telle adresse IP est affectée à tel tag, mais après, ce n'est pas forcément très, entre guillemets, scalable. On peut le faire pour un terminal, deux terminaux, mais après, ça devient un peu embêtant. Du coup, les tags, on peut les affecter également de manière dynamique par attribut radius. Donc, comme on affecte les VLAN, on peut affecter exactement de la même manière les tags. Et du coup, sans forcément changer de VLAN, aujourd'hui, on peut changer de tag et appliquer des listes d'accès différentes selon les tags, tout en gardant les deux terminaux dans l'exemple dans le même VLAN ou le même subnet. Donc, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est quelque chose
Alors Christophe tout à l'heure a évoqué l'ACS, c'est quelque chose qui justement on supportait déjà depuis des années avec l'ACS, qu'on a bien évidemment repris avec l'ISE et qu'on a continué à faire évoluer jusqu'à l'arrivée justement des architectures Software Defined Access et du pilotage de ces architectures et par conséquent des politiques de sécurité aussi à travers l'interface de DNS Center. On voit tout de suite quelques avantages de cette solution. D'un côté, le fait d'avoir, encore une fois, différentes populations de terminaux ou d'utilisateurs sur un même subnet, mais en pouvant appliquer des listes d'accès différentes parce que justement, on les base sur les security group tags. Un autre bénéfice, c'est la simplification justement de ces access lists. Là où, enfin, nous, on en est victime aussi dans l'équipe, on a encore des équipements parfois dans notre lab qui se basent sur des access lists par IP et qui deviennent un petit cauchemar à gérer. Parce que c'est compliqué de se rappeler à qui aurait dû être affectée telle plage d'adresse IP, quelle était cette destination, cette ressource destination. Et du coup, à chaque fois, ça demande un petit travail de lecture et de gestion de ces access lists. Alors que le fait de garder une organisation par security group tag qui est un peu plus lisible pour des personnes, ben justement, ça se rapproche beaucoup plus de ce que l'on appelle aujourd'hui un réseau intent-based. Donc, on se base sur l'intention d'appliquer des politiques de filtrage entre les employés et les serveurs de développement ou les développeurs et les serveurs de développement, plutôt que essayer d'aller retrouver à chaque fois quel employé a obtenu quelle adresse IP pour comprendre si les trafics vers l'IP de tel serveur de développement est permis ou pas. Une fois qu'on affecte des SGT qui sont mappés à des IP sur les équipements d'accès, ben, est-ce qu'on va se limiter à l'équipement d'accès réseau où on se connecte au switch ou au contrôleur Wi-Fi? Ben, pas du tout, on n'a pas besoin de rester uniquement sur l'équipement d'accès pour appliquer les filtrages par SGT. On peut appliquer les filtrages des SGT sur d'autres équipements tout au long du réseau, d'autres switches ou d'autres firewalls. Et du coup, comment on communique vers ces autres équipements-là les security group tags? Alors, on peut le faire de différentes manières. Une technique un peu plus historique, entre guillemets, était celle d'utiliser une connexion TCP sur laquelle on fait transiter un protocole qui à une époque était Cisco propriétaire, mais qui est devenu un standard IETF et qui s'appelle SXP. Donc, l'équipement qui, on va dire, a la visibilité sur les IP et sur lesquels on affecte les tags par attribut radius, construit ce que l'on appelle ce couple, cette paire IP-SGT, et après la communique vers d'autres équipements à travers une connexion TCP et les protocoles qui s'appellent SXP. Peu importe, et ça c'est très important, peu importe les réseaux qu'il y a au milieu. Donc bien évidemment, dans l'exemple, l'équipement d'accès doit être Cisco. L'équipement vers lequel on communique les tags pour les filtrages doit comprendre le SXP. Et déjà depuis quelques années, il n'y a pas que de firewall Cisco qui comprennent ça. Donc ça, c'est une première technique. On envoie notre paire IP-SGT vers d'autres équipements ailleurs qui peuvent appliquer du filtrage si on ne veut pas appliquer le filtrage à l'accès. Mais quelque chose d'assez intéressant a été introduit depuis maintenant quelques années, et c'est un autre point que Christophe a soulevé tout à l'heure, c'est que justement, si on n'a pas un équipement d'accès Cisco, un switch Cisco, un contrôleur Wi-Fi Cisco, bah, il suffit de se baser sur l'ISE, qui lui aussi, comme un switch Cisco, pourrait avoir les informations sur les IP et les SGT, et peut communiquer ce binding, ces paires IP et SGT, vers tout autre équipement que l'on souhaite avec des API. Alors, j'utilise les termes API de manière un peu générique. En réalité,
le nom du système qu'on utilise, c'est le PXGrid. On peut le penser un peu comme les API de l'ISE. On les avait évoqués parce que c'est DNA Center aussi qui parle avec ISE par PXGrid, mais ce sont d'autres équipements réseau qui peuvent parler à l'ISE par PXGrid. Et quand on dit d'autres équipements réseau, ben, alors notamment des firewalls type Palo Alto, Checkpoint, Fortinet et d'autres encore. Alors il y a des firewalls Cisco dedans, bien évidemment, dans la liste, heureusement. Mais tout ça pour dire que si on voulait pousser l'exercice un peu à l'extrême, on n'aurait pas besoin de switch Cisco à l'accès, on n'aurait pas besoin de firewall Cisco pour le filtrage, on a juste besoin de l'ISE. Bien évidemment, après, il y a un intérêt si on complète ce chemin-là avec des équipements Cisco, parce que la gestion des GT, des access lists basés sur les GT devient beaucoup plus centralisée, dans le sens que d'un côté, quand on a des équipements Cisco qui supportent les GT et les GACL, que ce soit filaire ou Wi-Fi, on peut appliquer ces politiques de filtrage directement à l'accès au lieu que sur les firewalls. Et après, quand on va dire, quand on déploie des architectures de type SDA, ben, les security group tags sont transportés de manière native dans l'entête VXLAN, qui est le protocole avec lequel on transporte les données dans une architecture SDA, dans une fabrique, ce que l'on appelle une fabrique SDA. Donc du coup, la communication des GT est native dans l'entête VXLAN plutôt qu'utiliser soit le SXP ou alors le système d'API PXGrid. Et chose encore plus intéressante, les politiques de filtrage dans ce cas-là, alors on peut toujours les concentrer dans l'ISE, dans l'interface de l'ISE, aucun souci pour faire ça, mais on peut, si on le souhaite, également tout piloter directement depuis l'interface graphique de DNA Center, pour donner justement aux équipes réseau la main également sur les politiques de sécurité des équipements réseau dans une architecture SDA. Donc, encore une fois, il y a des menus, des interfaces dédiées, ce que l'on appelle une matrice de Security Group Access List dans l'interface de DNA Center qui va pousser automatiquement les SGT et les access lists basés sur les SGT sur l'ISE, de manière à que quand il y a un utilisateur ou un terminal qui se connecte, c'est toujours l'ISE qui affecte dynamiquement les tags au moment de l'autorisation sur les réseaux, et c'est toujours l'ISE qui fournit à l'équipement réseau la Security Group Tag Access List qui va avec les Security Group Tags qu'on vient d'affecter. Et de l'autre côté, quand il y aura un autre terminal ou un autre utilisateur qui sera affecté sur un Security Group Tag différent, ben, on va également télécharger sur l'équipement réseau d'accès la bonne Security Group Access List qui va avec, justement pour pouvoir filtrer les trafics qu'on souhaite. Encore une fois, l'ISE reste le serveur le cerveau central pour l'authentification, l'autorisation, l'affectation des GT et des Security Group Access List, mais avec un pilotage justement qui peut être centralisé dans le DNA Center si on le souhaite. Juste pour vous donner un exemple d'à quoi ça ressemble ce menu, encore une fois, ça reprend vraiment la même philosophie, la même façon de configurer les choses que dans l'interface de l'ISE. Donc on ne va pas forcément comment dire, sortir de notre zone de confort si on était habitué avec l'interface de l'ISE. De manière très graphique, ben, on crée des Security Group Tags, on prend une matrice qui nous fait choisir le Security Group Tag source sur, on peut l'appeler l'axe Y, le Security Group Tag destination sur l'axe X, et au croisement de la source et de la destination, on peut cliquer
pour choisir les politiques de filtrage, permettre du TCP vers un port spécifique, de l'HTTPS vers d'autres ressources et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est déployé sur DNS Center qui le communique vers l'ISE qui après l'appliquera sur les équipements réseau quand il y aura un terminal ou un utilisateur qui doit être affecté sur ce tag-là. Dans la partie de DNS Center, justement, là, en termes de nouveautés, on va apporter également encore plus de visibilité sur l'analyse des flux basée sur les tags ou les profils qu'on affecte aux utilisateurs ou aux équipements. C'est une nouvelle page dans les menus de, on va dire, de policy de DNS Center, si vous avez déjà vu ce menu-là, qui s'appelle Group Based Policy Analytics et qui en gros nous permet de demander à DNS Center qui nous montre les flux qu'il voit passer sur les réseaux basés sur un tag source et un tag destination. Maintenant, ce tag source peut être un security group tag affecté par l'ISE, mais ça pourrait être aussi un tag source dans le sens d'un profil de classification qu'on a justement déployé à travers l'Endpoint Analytics. Souvent, le premier processus, le premier exemple auquel on pense, c'est de dire, bah, montre-moi les flux vers le security group tag, par exemple, source contrôle d'énergie vers les autres. Et donc là, on voit un peu l'exemple qu'on vient d'évoquer, mais pas que. On peut utiliser comme source et destination plusieurs catégories. Alors déjà, bien évidemment, les security group tags, mais également les profils d'ISE, dans le sens les politiques de classification, de profiling de l'ISE, qui peuvent être bien évidemment alimentés par ce Endpoint Analytics, ou aussi, chose très importante, les host groups de la partie StealthWatch, qui est une solution de cybersécurité, justement, qui peut être alimentée également avec les security group tags. Donc, pour vous donner un exemple, security group tag source, security tag destination, pour voir qui communique avec quoi sur mon réseau, les flux les plus, les plus utilisés, ou ceux qui sont permis, en gros. Mais on pourrait aussi dire, bah, montre-moi en source, on le voit un peu dans l'exemple, les profils de l'ISE, et en revanche, en destination, les security group tags, pour voir quel type de machines sur mon réseau sont autorisées à parler avec quel groupe de ressources toujours sur notre réseau. Donc, ce sont différents croisements qu'on peut faire. Dans une première phase, ce sera plutôt pour de la visibilité uniquement. Donc, c'est du monitoring uniquement pour avoir une vue de qui ou quoi communique avec quelle destination. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, on planifie de l'utiliser aussi pour modifier à la volée nos politiques de sécurité sur les réseaux. Pour compléter un peu la vue d'ensemble de la partie Zero Trust et segmentation, les Security Group Tags, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser sur les solutions de sécurité Cisco, que ce soit par exemple sur notre firewall, donc avec tout l'héritage, on va dire, Firepower, mais également partagé avec les solutions de cybersécurité type StealthWatch. StealthWatch, encore une fois, pour le rappeler, qui d'un côté récupère la visibilité sur les flux en NetFlow et également qui échange, qui récupère les security group tags depuis l'ISE, toujours en PX Grid, comme d'autres solutions tierces aussi, et qui peut aussi repousser vers l'ISE le changement d'une politique d'autorisation pour un terminal ou un utilisateur, en lui changeant l'état, par exemple, de compliant à non compliant
si on voit passer sur Stealthwatch, par exemple, un, un trafic qui est considéré malveillant selon la configuration des politiques dans Stealthwatch. Donc, bien évidemment, avec Stealthwatch, on partage pas mal d'informations depuis l'ISE et notamment toute la partie Security Group Tag qu'on peut utiliser également dans les politiques, on va dire, de cybersécurité de la solution. Il y aura beaucoup plus de choses qui vont arriver aussi sur, on va dire, sur les sujets sécurité. Aujourd'hui, on avait un focus un peu plus enterprise networking, vu les contextes des webinaires dans lesquels on se situe pour cette session. Mais il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur toutes nos solutions de sécurité, et notamment une interface unifiée également sous le nom de SecureX pour le monitoring de différentes solutions de sécurité, que ce soit de sécurité email, firewall, AMP, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes Cisco Sécurité aussi, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Et avec ça, on va conclure notre webinaire de NADAY sur la partie Zero Trust. Encore une fois, en rappelant les gros piliers de cette philosophie, qui sont d'un côté la visibilité avancée avec le profiling de l'ISE enrichi par l'endpoint analytics dans le cloud, les nouveautés autour de l'Identity Service Engine 2.7 et 3.0 pour, on va dire, amener le contrôle d'accès, on va dire, au prochain niveau. Et surtout, la segmentation qu'on peut pousser à travers les équipements réseau dans les architectures SDA, dans des architectures non SDA, et qu'on peut partager également avec des solutions tierces si on le souhaite. Avec ça, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, toujours à la même heure, de 10h à 11h30, pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur les nouveautés des architectures Wi-Fi et des plateformes Catalyst 988, et aussi tous les schémas de migration pour vous permettre de transitionner d'une architecture, par exemple, basée sur l'OS ROS précédent vers le nouvel ISXE, et ce sera Vincent qui vous présentera tout ça jeudi prochain. Merci beaucoup encore et bonne journée, et à jeudi prochain.